Samedi 6 avril 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, concernant le voyage de la délégation malagasy à Rwanda, les habitants jouent un rôle important dans le développement de la ville. Pour la ville de Kigali en particulier, les rôles du gouvernement et des habitants sont complémentaires. Les dirigeants fournissent des infrastructures et assurent l'organisation de la ville, tandis que les habitants et le secteur privé les entretiennent afin de renforcer la coopération existante entre Madagascar et le Rwanda. Il y a eu aujourd'hui un échange d'expériences et de partage entre le président de la délégation spéciale de la ville d'Antananarivo et le maire de Kigali. Natera Koutmaof et Andra Zajaibey nous en disent plus. La ville de Kigali au Rwanda compte 1,5 million d'habitants et couvre une superficie de 732 km². Cette ville est également divisée en 3 communes selon le plan d'aménagement. Depuis 2013, ils ont établi une stratégie d'organisation de la ville en termes de construction, ce qui leur a permis d'atteindre l'objectif du développement actuellement. La ville de Kigali dispose d'un plan directeur d'aménagement et il a été mis à jour en 2020 afin d'apporter une organisation à la ville en général, qu'il s'agisse de construction pour les habitants ou de projets communs comme les routes et le marché. Ce plan d'aménagement définit toutes les organisations de Kigali jusqu'en 2050. Pour ce pays, les responsabilités de la population et du gouvernement sont tout à fait complémentaires. Par exemple, les résidents doivent planter 3 arbres dans leur résidence, dont 2 arbres fruitiers. Les entreprises qui ont reçu des offres pour la construction de projets doivent également planter des arbres pour protéger les infrastructures. De ce fait, Kigali est une ville verte. Les compétences en leadership et la volonté des habitants de participer au développement constituent la base, a déclaré le maire de Kigali. D'un autre côté, il est de la responsabilité de la ville d'éduquer et de toujours sensibiliser les habitants. Je pense que la pièce maîtresse, c'est le leadership de notre président. Le président qui dirige par exemple, et qui nous donne le temps aussi de pouvoir parler avec la population, mais qui vraiment nous donne l'exemple. Je l'ai dit tantôt, que quand il est en train de voyager, il voit une petite bouteille en plastique, il arrête le convoi, il va le prendre. Alors ça devient vraiment un exemple que les citoyens, ils veulent vraiment bien suivre. Bien sûr, dans une dynamique de beaucoup de gens, il doit y avoir des mesures de retombées, des mesures de sanctions. Mais je peux vous dire avec confiance qu'on n'a pas besoin d'utiliser la force et les gens ils le font volontairement. Et quand ils voient les retombées, ils voient la verdure partout. Et quand ils voient aussi le feedback des organismes internationaux, les gens ils sont très contents, ils le font. Donc je pense que c'est un parcours qui a été fait, mais je pense que le leadership a un très grand rôle dans ce développement. Il faut sensibiliser, mais il faut aussi donner la place aux gens de dire ce qui est possible. Parce que des fois, les mesures qui se discutent dans les politiques, ils doivent être contextualisées au niveau local. Alors quand vous permettez aux gens de dire ce qui est possible, ils peuvent même vous donner des innovations qui sont à bas coût, mais qui sont aussi efficaces. Cette expérience dans le développement de la ville est une raison de la rencontre entre le président de la délégation spéciale de la ville d'Antananarivo et le maire de Kigali aujourd'hui à la mairie de Kigali. Pour Antananarivo, il y a déjà des stratégies mises en place en matière d'assainissement et même s'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, le travail a déjà commencé, a déclaré le PDS d'Antananarivo. La base est la mise en œuvre du CMH ou du Code municipal d'hygiène. Au cours de cette rencontre, il y a eu un renforcement de la coopération entre les 2 parties à travers la demande de jumelage effectuée par le ministère des Affaires étrangères. Par conséquent, le dialogue entre les 2 parties continuera afin d'atteindre cet objectif si le maire de Kigali a déjà exprimé sa volonté de coopérer à cet égard. Madagascar n'a pas besoin d'aller loin, mais la coopération entre les pays sud-africains peut apporter des résultats dans la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement en matière de diplomatie, selon les informations. Ensuite, le Rwanda et Madagascar ont des terres fertiles et presque tous les habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage. Pour le Rwanda en particulier, le secteur agricole est florissant et représente jusqu'à 30% du PIB du pays. La promotion de l'agriculture et de l'élevage fait partie de la politique prioritaire de Madagascar, raison de la rencontre entre le ministre de l'Agriculture et de l'élevage malagasy et le ministre de l'Agriculture rwandais. La rencontre s'est focalisée sur le partage d'expériences entre les 2 parties
parties afin que Madagascar puisse accéder rapidement à l'autosuffisance alimentaire comme le Rwanda. Toujours avec Natera Koutmaouf et Andrew Radjabe. Le Rwanda dispose d'un plan économique basé sur l'agriculture et l'élevage qui peut être imité. Le Rwanda et Madagascar ont des terres fertiles, car selon les statistiques, 80% de la population des deux pays sont des agriculteurs et des éleveurs. Madagascar dispose néanmoins d'une capacité de production bien supérieure à celle du Rwanda. En effet, le Rwanda a atteint un taux d'autosuffisance alimentaire de 81% et l'agriculture est le pilier de son économie. Cela crée également des emplois, car jusqu'à 69% de la population rwandaise vivent de l'agriculture et de l'élevage. Pour le Rwanda en particulier, toutes les stratégies sont en place, que ce soit en coopération avec les producteurs ou avec le secteur privé, mais également avec le gouvernement. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage malgache a déclaré que l'application des stratégies fait défaut à Madagascar. 10% du budget du gouvernement rwandais est destiné au secteur agricole. C'est pourquoi le département qu'il dirige fera des efforts pour concrétiser rapidement les visions fixées dans la politique générale du gouvernement. Outre le secteur agricole, la ministre de l'Éducation malagasy, Saoujarmalala Marie-Michel, a également rencontré le ministre de l'Éducation rwandais, Silas Lwakambamba. Les deux parties ont échangé leurs expériences et ont notamment examiné des stratégies efficaces pour promouvoir le secteur éducatif malgache par rapport à la situation actuelle. Dans un autre sujet, la cérémonie de présentation de la méthode japonaise de gestion des déchets dénommée Fukuoka a eu lieu hier à Andjalanch. Le Fukuoka apporté par le docteur Maju Fuji est une technique japonaise connue pour contrôler la production de méthane, un gaz nocif, et améliorer l'efficacité des sites d'enfouissement des déchets. L'utilisation de cette technique contribuera à contrôler les déchets à Andjalanch et contribuera également à protéger l'environnement. Plus de détails avec Mervelosphère sur les images de presse d'Enilson. De nombreux pays utilisent déjà la technique du Fukuoka dans le monde pour améliorer le système de gestion des déchets et Madagascar envisage également d'y procéder à travers un projet pilote dans le cadre du projet GESTA en collaboration avec le gouvernement japonais. L'utilisation de la méthode de Fukuoka peut contribuer à l'amélioration de la décharge d'Andjalanch en réduisant les odeurs et en préservant la qualité des eaux souterraines. Nous espérons que cette initiative permettra de transformer avec succès Andjalanch en un espace vert, protégeant ainsi l'environnement et contribuant à la lutte contre le changement climatique, a déclaré le ministre Fidnia Vravukaj durant cet événement. Nous tous nous sommes posé la question, comment nous allons faire de ce site de décharge d'Andjalanch? Quels sont devenus? Comment on va le fermer? Comment on va protéger l'environnement? Parce que quand il s'agit de la période sèche, nous avons vu les fumées qui vraiment voilent, qui combrent les zones environnantes et même un peu plus loin d'ici, en Passapitois, Nansan, on sent la mauvaise odeur. Mais aussi, il y a le problème des impacts que peut-être tout le monde n'a pas vu ou n'a pas su, c'est l'infiltration qui contamine, qui pollue nos ressources, nos souterraines là depuis des années. Et la raison pour laquelle j'en félicite l'initiative à travers ce projet de GESTA de voir cet aspect à travers la méthode de Fukuoka. Une formation a été dispensée par le docteur Maju Fuji, expert dans l'application de la méthode de Fukuoka, à l'équipe actuelle de la SMA. Les résultats préliminaires de ce projet ont été observés sur la décharge d'Andjalanch. Et de nombreux tronçons de route ont été endommagés suite aux intempéries à Fort-Dauphin, région d'Anos. Récemment, après l'inspection, les techniciens chargés de superviser la réhabilitation de la RN13 ont procédé à une enquête technique ce vendredi. L'objectif est de pouvoir procéder à la réhabilitation de ces infrastructures dont dépend l'économie de la capitale de la région, Anos, a indiqué le gouverneur de cette région. Anel Martina et Sech Angela. Fort-Dauphin, la capitale de la région Anos, a été l'une des plus touchées par les intempéries qui se sont produites récemment. Outre les familles sinistrées et qui ont dû être déplacées, de nombreux tronçons de route ont également été endommagés. Cela a affecté notamment la partie de la route à Betiouk qui est complètement coupée. Le gouvernement est actuellement en train de procéder à des travaux d'urgence pour la réhabilitation de ces infrastructures.
C'est la raison pour laquelle les techniciens chargés de superviser la réhabilitation de la RN13 ont procédé ce vendredi à une enquête technique en collaboration avec les autorités locales. Le projet PIC est un partenaire du gouvernement dans la réalisation de ces travaux. Par ailleurs, le gouverneur de la région Anos a appelé les habitants à entretenir les infrastructures comme celle-ci pour éviter de graves dégâts et assurer ainsi leur pérennisation. Et la formation de masse dans le domaine du bâtiment et travaux publics a débuté aujourd'hui à l'Institut national pour la promotion de la formation ou INFP-IVAT et durera une semaine. Formation qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération avec le syndicat des industries de Madagascar et le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mermoula Sferen et Braz Denison. 100 hommes et femmes âgés de 18 à 50 ans seront formés en bâtiments et travaux publics au sein de l'Institut national de promotion de la formation ou INFP-IVAT pendant une semaine. Cela fait partie du programme de formation de masse organisé par le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pour cette filière BTP, le syndicat des industries de Madagascar, ou SIM, est le partenaire du gouvernement. Donc, après la formation, ces stagiaires recevront des certificats. La priorité sera donnée à tout service des entreprises faisant partie de SIM. La participation à cette formation BTP est gratuite, c'est pourquoi les 100 premiers répondant aux critères requis ont été retenus parmi les nombreux jeunes intéressés par cette formation. Selon les bénéficiaires, ce type de formation est une opportunité car ils amélioreront leurs compétences. Ce type de formation répond pleinement à la vision du gouvernement de fournir des emplois décents aux jeunes et de les aider également à mieux affronter le monde du travail. Ce type de formation ne se limitera pas à Antananarivo, mais sera étendu dans toute l'île, a indiqué la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans le monde de l'entrepreneuriat, les formations sur les techniques entrepreneuriales manquent encore à Madagascar. Ainsi, les jeunes qui veulent entrer dans ce domaine devraient être encouragés et bénéficier de telles formations, raison pour laquelle l'ONG Le Centre a organisé l'événement Pôle entrepreneurial aujourd'hui à la Maison de l'entrepreneuriat à Amboizatouf. Reportage sur les images de Anzar Hazanarville. De plus en plus de jeunes s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat à Madagascar actuellement. Selon les statistiques, le taux d'activité entrepreneuriale était de 19,5% en 2020, plaçant le pays au 8e rang mondial, mais premier parmi les pays à faible revenu, ce qui signifie que Madagascar fait partie des pays dynamiques en termes de création d'entreprises. Mis à part les difficultés financières liées au démarrage d'une entreprise, le manque d'expérience en matière de gestion constitue également un obstacle pour les jeunes. Certes, les jeunes connaissent les normes à respecter dans une entreprise, néanmoins, elles sont loin de correspondre à la réalité. En fait, il y a plusieurs personnes qui veulent entrer dans le monde entrepreneurial, mais il y a un vent qui fait peur aussi, et c'est pour montrer l'accompagnement et aiguiller les gens vers les accompagnateurs qu'il leur faut, que ce soit des incubateurs, les investisseurs et les accélérateurs, ou tout simplement ceux qui œuvrent dans les renforcements de capacités. Principalement, c'est le vent qui fait peur de ne pas entrer dans le monde formel parce qu'on a peur des taxes, on a peur des échecs, on a peur que ça ne marche pas. Et or on a les accompagnants, parce qu'aujourd'hui c'est principalement les structures d'accompagnement qui sont là. Alors on a les accompagnants qu'il faut pour bien mettre les pieds et pour bien s'ancrer dans ce qu'il faut faire. La deuxième édition du pôle entrepreneurial qui s'est tenue ce jour à la Maison de l'entrepreneuriat Amboizatouf aidera les jeunes entrepreneurs à développer leur secteur d'activité. C'est l'événement qui a vu la participation d'une vingtaine d'entrepreneurs. Dans un tout autre contexte, le Sénat participe chaque année aux efforts visant à restaurer la couverture forestière de Madagascar à travers le reboisement. Ainsi, la grande famille de cette institution, conduite par le général Ravalomanana Richard, le président du Sénat et son épouse, et le sénateur de la province de Tuliar, Maounzou Lorangui, ont effectué un reboisement de mangroves dans le Fukundin de Kimoun, Bemanung, district de Morundav, région Menabe. Plus de détails avec Mermoula Sferen. 20 000 mangroves ont été plantés aujourd'hui sur une superficie de 5 hectares à Kimoun, Bemanung. Les mangroves, un type d'arbre qui pousse le long du bord de mer, l'enchevêtrement de leurs racines, à la fois dans l'eau et au-dessus de l'eau, les rend uniques en ce sens.
L'habitat sous-marin créé par les racines des mangroves est une zone d'alevinage essentielle pour des milliers d'espèces marines, telles que les crabes, les crevettes et d'autres types de poissons qui font partie des moyens de subsistance de la population locale. La présence de mangroves favorise également le tourisme. La protection de l'environnement est d'une grande importance et les forêts tiennent un rôle majeur dans la lutte contre le changement climatique, a déclaré le président du Sénat. Il a donc exhorté tout un chacun à surveiller et à entretenir les mangroves plantés. Planter des mangroves est une garantie pour promouvoir et développer l'élevage des crabes, selon les explications. Il a également affirmé que le nombre de mangroves à planter sera augmenté l'année prochaine. Outre la famille du Sénat, des hauts responsables et des élus ont également participé à ce reboisement de mangroves. De nombreuses associations de femmes figuraient également parmi celles qui ont adhéré, notamment l'association des épouses de gendarmes ou FIVASA. Il y avait aussi des milliers d'habitants qui se sont donné la main avec cette institution, en plus de nombreuses forces de l'ordre. En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, destination Slovaquie, les électeurs slovaques étaient appelés aux urnes ce samedi pour désigner leur nouveau président de la République. Les deux candidats sont au coude à coude et selon les résultats, la politique étrangère pourrait se raffirmer vis-à-vis de l'Ukraine. Reportage signé France 24 heures. L'élection présidentielle la plus serrée de l'histoire de la Slovaquie. Pour ce second tour, les 4 millions d'électeurs doivent choisir entre deux candidats que tout oppose. D'un côté, Peter Pellegrini, proche du gouvernement Robert Fico. De l'autre, Ivan Korčok, pro-occidental et pro-Ukraine. Ces élections sont importantes. Elles vont décider de la position de la Slovaquie dans le monde, de son orientation pro-européenne ou pro-russe. Je suis de l'ancienne génération, donc pour moi, vivre en démocratie, c'est pouvoir voter. Pas comme c'était avant 1989. Voter, c'est important pour moi. Et j'aimerais que cette élection montre que notre place est en Europe. La guerre en Ukraine s'est imposée comme un sujet majeur de cette élection. Membre de l'Union européenne et de l'OTAN, Bratislava ne fournit plus d'aide à Kiev depuis plusieurs mois déjà, après que le Premier ministre Robert Fico a appelé à la paix avec Moscou. Une politique sur laquelle est aligné Peter Pellegrini. L'actuel président du Parlement et ancien ministre du gouvernement populiste a appelé les Slovaques à plus de sérénité. J'appelle tous ceux qui le souhaitent à exercer leurs droits constitutionnels et à aller voter. Le plus grand défi du nouveau président sera de calmer la situation et de tenter de réunifier la nation, au moins sur les sujets sur lesquels elle peut être rassemblée. Face à lui, Ivan Korčok veut, dit-il, sauver la Slovaquie. L'ancien ministre des Affaires étrangères est soutenu par des partis d'opposition, dont la Slovaquie progressiste, le parti de la présidente sortante, Zuzana Čaputová. Non, la Slovaquie ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est toujours un processus, mais je veux être au début d'un processus qui signifiera pour le pays l'amélioration de la vie de notre peuple et qui établira clairement la place de la Slovaquie dans l'Union européenne. La fonction présidentielle a beau être essentiellement cérémoniale en Slovaquie, le choix des électeurs n'en sera pas moins déterminant. Les résultats provisoires sont attendus en toute fin de journée. Et une astronaute américaine de la NASA et deux cosmonautes russes et bélarusses ont atterri samedi sur Terre sans encombre après un séjour à bord de la Station spatiale internationale. Les cosmonautes russes et bélarusses ont passé 14 jours en orbite, tandis que l'astronaute américaine revient d'une mission de 204 jours. France 24. Atterrissage réussi pour la capsule Soyouz MS-24 et pour ses 3 passagers en provenance de la Station spatiale internationale. L'astronaute américaine Laura Lohara y séjournait depuis septembre dernier. Pour les 2 autres, le cosmonaute russe Oleg Novitsky et la biélorusse Marina Vassilevskaya, le séjour n'a duré que 2 semaines. Les 3 cosmonautes ont pris le temps de se réacclimater à la gravité, tout en passant une série de tests d'usage après l'atterrissage. La veille, le trio avait fait ses adieux aux 7 membres de l'équipe de l'ISS restés en orbite, 4 Américains et 3 Russes, avant que la capsule spatiale ne soit désamarrée de la station et prenne la direction de la Terre. Undocking confirmed. Right on time. Expedition 70 is complete.
Un retour sur Terre rendu possible par une coopération russo-américaine entre les deux agences spatiales et les deux centres de contrôle, celui de la NASA à Houston et celui de Roscosmos à Korolev en Russie. L'ISS, symbole de la coopération internationale de l'après-guerre froide, apparaît comme l'un des derniers champs de collaboration possibles entre la Russie et les États-Unis. Et pour clôturer cette édition, c'était le plus grand hôpital de Gaza et le mieux équipé. L'hôpital Al-Shifa n'est plus qu'un tas de ruines, un cimetière. Selon le personnel humanitaire sur place, Israël a pilonné cet hôpital pour déloger les hommes du Hamas qui se réfugiaient dans les tunnels construits sous l'édifice. France 4. C'est tout ce qu'il reste d'Al-Shifa. Sur les images de la vidéo embarquée par cet employé des Nations Unies, il n'y a que ruines et destruction. Après 2 semaines de siège et de frappes par les forces israéliennes, l'hôpital Al-Shifa est ravagé. Un convoi des Nations Unies a pu accéder à ce qui reste du complexe hospitalier. Le constat du chef de bureau humanitaire de l'ONU est sans appel. Les hôpitaux doivent toujours être des lieux de sécurité. Ils doivent toujours être protégés. Et pourtant, je me trouve au milieu d'une dévastation totale. Al-Shifa est littéralement devenu un cimetière. Les bâtiments ont été complètement détruits. Il n'y a aucune chance qu'ils redeviennent fonctionnels. Selon Israël, des membres du mouvement islamiste Hamas et du djihad islamique palestinien utilisaient l'hôpital comme base opérationnelle. L'armée israélienne s'est retirée de l'enceinte le 1er avril et indique que 200 combattants ont été tués pendant le siège. Avant sa destruction, l'hôpital était le plus grand de l'enclave et comptait 800 lits. L'impact de 6 mois de guerre est dévastateur pour tout le système de santé de la bande de Gaza. Les pénuries vont au-delà du manque de matériel médical. L'hôpital Al-Nadjar n'avait déjà pas suffisamment de moyens pour soigner les habitants de Rafah, mais aujourd'hui, c'est plus d'1,5 million de personnes que nous devons soigner. La semaine dernière, l'ONG Médecins sans frontières alertait une nouvelle fois, indiquant qu'aucun système de santé au monde ne pourrait faire face au volume et au type de blessures qui se présentent en ce moment quotidiennement dans la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir à tous.